Bonsoir à tous. À la une de ce journal, c'est la psychose dans le département du Oignon. Après le décès brusque d'une vingtaine de personnes survenues en l'espace de quelques heures, elles avaient consommé le week-end dernier des litres d'alcool fabriqués de façon artisanale et vulgairement appelé odontol, mais aucun lien n'a encore été établi de façon officielle entre les circonstances de leur décès et la consommation de cet alcool. Autre titre, l'actualité. Joseph Kabila s'engage à respecter la constitution de la République démocratique du Congo à un mois de la fin de son deuxième mandat présidentiel. Il s'est exprimé ce mardi devant le Parlement réuni en congrès. Ces propos suffisent-ils à décrisper le climat politique délétère au Congo-Kinshasa? L'annonce de gouvernement d'union nationale est-elle la thérapie de choc pour éviter le chaos? Analyse et décryptage dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information. Je vous le disais, c'est la psychose générale dans le département du Oignon, région de l'Est, après le décès brusque d'une vingtaine de personnes en l'espace de quelques jours. Après des travaux champêtres, elles s'étaient retrouvées le week-end dernier pour consommer des litres d'alcool fabriqués de façon artisanale et vulgairement appelés odontol chez leurs fabricants et consommateurs et bien sûr et distributeurs habituels. Cependant, toutes ces personnes sont décédées en l'espace de quelques jours et le bilan pourrait s'aggraver selon les dernières informations que nous recevons à l'instant. Le gouverneur de l'État a pris des mesures conservatoires visant l'interdiction de la consommation de l'odontol, qui est donc de l'alcool fabriqué de façon artisanale et vulgairement consommé de ce côté dans la région de l'Est. Nous y reviendrons. La pièce maîtresse des Lions Indomptables est vivement attendue pour conforter cette équipe dans son ambition de remporter la CAN féminine 2016. Il s'agit de Gaëlle Ngamuit, qui est donc meilleure joueuse africaine en 2015. Elle n'arrivera au Cameroun qu'environ à 2 jours de la CAN féminine. Cependant, l'on note que Eno Gachou compte l'aligner dès le match d'ouverture contre les joueuses égyptiennes. Reportage à Cyril. Les 5 qui vont mettre le paquet, on va essayer de discuter avec elle, on va essayer de l'évaluer. Si elle est apte à débuter le match, on pourra vous faire savoir cela. N'oubliez pas qu'elle sortait d'une longue blessure. Elle est en confiance en club. Elle commence à marquer des buts. Elle joue pratiquement plus de 70 minutes. Ça veut dire qu'au niveau du rythme, déjà, elle a beaucoup progressé. Donc, je vous l'ai dit, ne soyez pas inquiets. Même si elle ne joue pas le premier match, on a encore d'autres matchs. Mais notre souhait, c'est qu'elle puisse jouer tous les matchs. Donc nous allons voir avec les médecins ce qu'il faudra faire. Elle aussi en compétition avec son club. Gabrielle Aboudi Ongene n'a disputé que quelques minutes du dernier match amical contre la Tanzanie. Mais elle se dit prête à défendre les couleurs du Cameroun. Je sors d'un championnat vraiment vite. Donc je pense qu'au niveau de mon état physique, moi je suis prête depuis janvier 2016, la CAN a commencé. Donc, qui veut gagner fournit d'efforts et remporte le match. À savoir qui est forte, qui n'est pas forte, je pense pas que c'est le moment de savoir de se poser cette question. Les Lions ont terminé leur préparation par une défaite, 1-2 en amical contre la Tanzanie. Mais l'entraîneur sélectionneur reste confiant. Pour lui, l'objectif du Cameroun, c'est de remporter la CAN féminine 2016. Les matchs amicaux sont faits d'abord pour évaluer le niveau de notre préparation. Ce n'est pas souvent trop la victoire qui est très importante. C'est vrai que sur le plan mental, ça peut galvaniser, mais l'essentiel n'est pas là. L'objectif, c'est remporter la CAN. Vous pouvez perdre un match, vous pouvez perdre 2 matchs, vous vous qualifiez avec 3 points, vous gagnez les 2, vous arrivez au demi-finale. Et vous partez remporter la CAN. Je ne veux pas dire que c'est ce qui va nous arriver, mais il faut savoir que notre objectif, c'est remporter cette CAN et nous allons tout faire pour pouvoir la remporter. 21 joueuses ont été retenues pour cette compétition. À celle-là, il faudra ajouter 5 réservistes susceptibles d'intégrer l'équipe au cas où. 4 jours avant le démarrage de la CAN féminine, les Lions ont regagné leur tanière à l'hôtel Donfébé à Yaoundé
Pendant ce temps, le Palais des Sports se transforme en un village de Cannes. C'est le constat que font Élisée Bogba et Aïk Cyril dans ce reportage. Bon séjour au Cameroun. L'hôtel Montfébé respire déjà Cannes féminine. Les Lions indomptables qui logeront ici pendant la compétition ont commencé à prendre possession des lieux. De part et d'autre de l'hôtel, des ballons et maillots sont visibles, tout comme les drapeaux des 8 équipes participantes. Comme l'hôtel Montfébé, le palais polyvalent des sports de Yaoundé est déjà aux couleurs de la Cannes féminine. Au centre d'accréditation, des journalistes et autres personnes impliquées dans l'organisation passent retirer leur badge. Ici, il y a les journalistes, par exemple les journalistes qui viennent déjà avec leurs accréditations déjà en ligne. Quand vous avez votre lettre, on imprime. Pour ceux qui n'ont pas eu d'accréditation en ligne, comme par exemple les volontaires, ils viennent avec leur carte d'identité, on les identifie, on vérifie leur code, si c'est bon, on passe à l'impression, elle remplit un coupon de décharge. Le palais polyvalent des sports va abriter le village de la Cannes à Yaoundé. Des ouvriers s'activent à donner à l'infrastructure une peau neuve. D'autres stands sont déjà debout, mais celui qui accueillera l'équipe du Cameroun est encore en construction. Une animation est prévue au village de la Cannes à Yaoundé tous les soirs jusqu'à la fin de la compétition. À côté du podium qui est en train d'être monté, le matériel de sonorisation n'attend plus que d'être installé. Sur ce podium vont prester des artistes de renom. Question de donner une autre image du Cameroun pendant la Cannes féminine 2016. Vivement que la fête commence. Depuis le village de la Cannes, palais polyvalent des sports de Yaoundé, Élisée Bogba, Aïk Cyril, Equinox Télévision. Restons à Yaoundé où des vieux taxis défient le gouvernement. Presque aucun propriétaire n'a fait la tôlerie de son taxi ni amélioré la sécurité et le confort des passagers. Les injonctions du gouvernement n'ont pas suffi à les faire plier. Du coup, la Cannes féminine se jouera avec les vieux taxis à Yaoundé. Reportage Élisée Bogba et Marcelin Gansop. À quelques jours du coup d'envoi de la Cannes féminine, on a la nette impression que les injonctions du ministre des Transports sont tombées dans les oreilles de sourds. Après avoir sillonné plusieurs artères de la capitale, force est de constater que les taxis qui ont récemment séjourné en tôlerie se font rares. Dans la plupart des cas, les véhicules jaunes brillent par leur mauvais état. Aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, c'est le même inconfort qui est servi aux usagers. Oui, ils se sont ajustés, mais que voulez-vous, les routes ne sont pas bonnes partout. Ça n'empêche pas que les taxis continuent d'être sales. Oui, l'aspect extérieur est entravé par le mauvais état des routes. Tu vas sortir avec un pantalon déchiré ou tu vas toujours sortir avec un pantalon sale, la boue partout. Bon, quand tu vas réclamer un taximan, il te dit tu as payé combien? Sur les dizaines de taxis que nous avons passés en revue, seuls quelques-uns ont fait un tour au garage et en tôlerie, tel que l'avaient exigé les pouvoirs publics. Et même dans ce cas, ceux qui ont fait une tôlerie générale se comptent au bout des doigts. La majorité ayant opté juste pour le renouvellement de la peinture, sacrifiant le confort des usagers. Quand on voit les taxis qui sont propres, nous avons la possibilité aussi de les emprunter comme on veut. Lui-même il vient de nous confirmer qu'il a essayé de refaire, mais totalement il l'a encore refait. Ça fait 2 jours que je suis sorti. 2 jours? Oui. Pourquoi avoir attendu la dernière minute pour entendre? Non, c'est pas pour ça, c'est puisqu'il y avait des pannes mécaniques aussi qui a pris du temps. Dans la plupart des cas, les propriétaires de taxis qui ne se sont pas exécutés évoquent la conjoncture actuelle, marquée par la rareté des ressources. Et pour ceux qui ont relooké leur véhicule, ils accusent cependant le mauvais état de certaines voiries qui sont jonchées de nids de poules. Les problèmes de route aussi, ça va nous causer des problèmes. Parce qu'actuellement, il y a trop des embouteillages.
Vous voyez? Donc quand le mal viendra, vraiment, ça sera grave. De toute façon, chaque 2 mois, il faut aller au garage. C'est donc dans une sorte de course à plusieurs vitesses que les propriétaires de taxis vont jouer leur canne. Les usagers ont le choix entre les véhicules vieillots, qui sont plus nombreux, et ceux reloqués qu'on cherche longtemps avant de trouver à Yaoundé. Notons que les contrôles annoncés par le gouvernement n'ont jamais eu lieu, ceci pouvant justifier cela. La mesure n'est donc pas du goût de tout le monde. Si c'est un propriétaire de taxi, à l'instar de celui qui nous transporte à l'instant, ont revu l'aspect technique et physique de leur véhicule. D'autres par contre ont préféré évoluer avec les mauvaises habitudes. Malheureusement, il va falloir pour les usagers faire contre mauvaise fortune bon cœur. Sauf que cette fois-ci, des étrangers sont au Cameroun dans le cadre de la CAN féminine. Et c'est bien dommage. Ici Élise Borba, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Dans le reste de l'actualité, un bébé de sexe féminin sauvé in extremis d'une fosse septique. La scène se déroule à PK12 dans le 3e arrondissement de Douala. La raison de l'abandon de ce nourrisson reste un mystère. La police a ouvert une enquête. Le récit des faits avec Mélanie Ingrid Azoua. Ce bébé aurait pu passer de vie à trépas si elle n'avait pas été découverte tôt. Bien portante, de sources médicales, elle séjourne dans ce centre de santé situé non loin du lieu de la découverte au quartier Ndonghem, PK12 de Douala. C'est donc ici qu'elle a été retrouvée au cœur de la nuit. Elle venait d'être mise au monde. Ces cris ont alerté une riveraine de retour de son commerce. C'était autour de 23h, je rentrais vendre mes beignets bouillis là derrière. Juste, je suis passé. Arrivé là, j'ai trouvé que les enfants n'avaient pas ramassé les ustensiles dehors. Je me mets donc à gronder. J'ai porté les assiettes. Voulant entrer, j'ai suivi la voix d'un nouveau-né. L'enfant a bien pleuré. Je ressens la même voix. Je rentre maintenant dedans, je réveille ma mère. J'ai dit, maman, j'entends la voix d'un nouveau-né ici derrière. Maman me dit que ça doit être chez les voisins. J'ai dit, non, ce n'est pas chez les voisins. C'est dans la fosse qui est à côté de la maison. La nouvelle a bouleversé les populations du quartier Ndonghem à PK12 qui se sont résolues à retrouver la mère auteur de cet acte choquant. L'enfant avait le sable, les ailes sur lui-même, le sang, les écorchures ici au niveau du cou, oui, les escargots sur l'enfant, oui. L'idée qui est venue en premier lieu, je me suis dit que la victime ne devait pas être ici, que c'est celui qui sortait d'un quartier autre. C'est là où mon avant dernier m'a dit que voilà le sang, maman, voici le sang. Je me tourne donc, je vois le sang, les traces du sang. Ils sont donc mis. Pendant ce temps, je suis allé à l'hôpital avec le bébé. On a suivi les traces du sang. Ça vous a mené où? Ça vous a conduit où? Ça nous a conduit jusqu'à chez la fille donc, qui a agité le bébé. Ce sont finalement les traces de sang qui mèneront les curieux au domicile de la mère, âgée de 22 ans et élève dans un collège de la place. Le commissariat du 13e arrondissement, aussitôt interpellé, s'est saisi du dossier après dépôt de la plainte. Et la grand-mère du bébé retrouvé est gardée en vue pour complicité d'infanticide, précise le commissaire du 13e, Jean-Bertin Bakembe. Hors caméra, la nommée Mawabou Véronique, quant à elle, a été conduite dans un centre médical pour la prise en charge. Le petit bébé se porte bien, de sexe féminin. Elle bénéficie gratuitement des soins du cabinet qui l'a accueilli. Vous savez, un nouveau-né qui n'est pas bien de naître et qu'on a été dans une fosse. Bon, avec les feuilles mortes, du sable, bon, le cordon était très mal coupé. Bon, alors on a pu nous récupérer l'enfant. Donc on a initié donc, les premiers soins. Donc on a recoupé le cordon. Bon, on a nettoyé l'enfant. On a fait le pansement. Il faudrait quand même vraiment remercier la population parce que il y a eu une mobilisation tout azimut. C'est tous les voisins qui sont sortis et de chacun qui voulait faire quelque chose, n'est-ce pas, pour que cet enfant vive. Voilà.
Donc pour l'instant, nous avons saisi les autorités sanitaires, n'est-ce pas, du district, parce que nous dépendons du district de la cité de Pami. J'ai appelé ce matin le chef de service du district et il m'a demandé, n'est-ce pas, d'acheminer l'enfant chez le pédiatre du district. Donc c'est ce que nous sommes en train de chercher à faire là. Donc j'ai déjà préparé une fiche de référence et d'un moment à l'autre, la maman qui a donc retrouvé l'enfant avec une infirmière, n'est-ce pas, doivent l'accompagner chez le pédiatre. Lorsqu'elle sera grande, on lui dira probablement que sa mère avait tenté un acte cruel. Elle pourrait s'appeler Miraculée. Restons dans les couloirs des hôpitaux pour évoquer le déficit d'équipement observé cette fois dans le centre de santé intégré de Môme dans l'arrondissement de Makak. Il a fallu une initiative privée pour que ce centre de santé reçoive du matériel d'analyse médicale et un microscope. C'est le constat que font Joël Niem et Donald Brice Kamgan dans ce reportage. C'est presque un sapeur-pompier que le ministre de la Santé publique est arrivé à l'hôpital du district d'Izika la semaine dernière. Une descente d'urgence pour tenter de relever le plateau technique de cette formation hospitalière dont la défaillance a été exposée au grand jour après le drame ferroviaire du 21 octobre dernier. Les autres formations sanitaires du département d'Union Ekele ne présentent pas bonne figure et c'est consciente de ce déficit que l'élite sanitaire du coin, regroupée au sein de l'association médicale Bassa Batipo, est allée remettre l'équipement au centre de santé de Môme dans l'arrondissement de Makak. À l'occasion de son 20e anniversaire, cette association a remis à cette formation sanitaire des médicaments, un microscope, du matériel d'analyse médicale. Venues nombreuses au centre de santé de Môme, les populations ont eu accès à des consultations gratuites dans diverses spécialités de l'élite médicale de l'association. On m'a déjà reçu. Je suis déjà au niveau de la chirurgie, j'attends qu'on m'appelle. Je suis hypertendu et je souffre pour les yeux. Et je peux même dire que visite générale. Nous sommes très fiers, surtout moi je suis très fier de ce qui se passe aujourd'hui. D'habitude, les médecins passent souvent chez nous, mais aujourd'hui ça a débordé, ça a exagéré, parce qu'ils sont nombreux et on fait tout. Je suis très content. Le centre de santé de Môme est ainsi choisi parce qu'ayant été construit grâce à l'action du défunt docteur Manim, président fondateur de cette association humanitaire. Je pense que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, cet hôpital, ce centre de santé intégré existe. Nous sommes venus lui rendre hommage avec ce que nous savons faire, avec ce qu'il nous a appris à faire. Il nous a appris à être solidaires, il nous a appris à être généreux. L'association qui regroupe des spécialistes dans divers domaines de la médecine promet d'agir sans relâche pour la santé de ces populations. La balance de paiement 2015 affiche des signaux inquiétants au Cameroun. Le pays importe plus qu'il n'en faut. C'est ce qui ressort dans la réunion du comité technique d'évaluation de la balance de paiement au Cameroun. Par contre, les exportations restent assez faibles. Du coup, le déficit des échanges entre le Cameroun et l'étranger s'est aggravé. Une situation qui remet au goût du jour les faiblesses de la politique économique incapable d'impulser une industrialisation tant attendue au Cameroun. Je vous propose à présent de suivre le secrétaire général du ministère des Finances, Gilbert Didier-Edouard, qui revient sur les prescriptions du comité technique de suivi de la balance de paiement au Cameroun. Nous pouvons constater que le Cameroun a encore fait preuve de résilience au cours de l'année 2015. Nous avons généré des réserves de change et ces réserves se sont accrues par rapport à l'année 2014. C'est donc une bonne nouvelle. S'agissant des échanges de biens et services qui sont reflétés par la balance de transactions courantes, on constate certes que cette balance reste déficitaire, mais elle est stable par rapport à 2014. Donc là également, nous pouvons considérer que c'est un bon point. L'autre bon point, c'est celui qui est relatif aux investissements directs étrangers qui sont en nette augmentation, situant à 377 milliards. Et cela témoigne de la confiance que les investisseurs étrangers font au Cameroun pour soutenir les efforts de développement qui sont engagés dans notre pays.
Bien entendu, cela ne veut pas dire que tout est rose. Et lorsque nous regardons notre balance des transactions courantes, on va bien se rendre compte que pour ce qui est des biens et services, nous restons encore déficitaires. Cela veut dire que nous continuons à plus importer qu'à exporter. Il y a donc la matière à renforcer notre capacité de production. Il faudrait que nous soyons plus concurrentiels au plan industriel pour effectivement que le secteur soit également excédentaire. Toujours dans ce chapitre consacré à l'économie, quel est le nouveau visage de la pénétrante Est de Douala? Les aménagements réalisés jusqu'ici rencontrent l'approbation des populations. Elles sont impatientes d'assister aux finitions pour voir la fin des embouteillages dans cette partie de la ville du Cameroun. Reportage Mélanie Ingrid Azoa. Ici, les travaux d'aménagement de l'accès est de la ville de Douala sont achevés. Au carrefour dit Nelson Mandela, les quelques employés en charge de l'aménagement paysager et 2 autres de la société en charge des travaux hors caméra indiquent que le taux de réalisation franchit le seuil des 95% à grande satisfaction des usagers. On a dit qu'on va ouvrir la route demain. Ouais, non, là, nous pensons que ça va nous aider à décanter quand même la situation des embouteillages par rapport à ce qu'on voit. Ah ouais, de ça mon idée avant. Vous êtes satisfait? Ouais, nous sommes quand même satisfaits. La route va bien, donc l'embouteillage va, donc ça va finir. Les travaux entamés il y a environ 2 ans se sont déroulés sur un linéaire de 19,20 km à partir du carrefour marché des Fleurs jusqu'au pont sur la Dibamba. Ces travaux d'aménagement, dont l'itinéraire divisé en 4 zones, impliquaient aussi l'aménagement des signalisations verticales et horizontales, l'éclairage public et d'autres équipements de retenue. L'on n'attend plus que la livraison de ce chantier routier de la pénétrante Est de la ville de Douala, prévue pour le mardi 15 novembre 2016. Malgré sa diversité, la cuisine camerounaise peine à s'imposer sur un plan international. Des promoteurs d'établissements hôteliers et de restaurants se sont retrouvés à Kribi pour tenter d'explorer des stratégies en vue de promouvoir davantage la cuisine camerounaise, qui est l'un des éléments forts de la promotion du tourisme et de la culture du Cameroun. Reportage Joseph Abena Bena. La cuisine camerounaise, malgré ses énormes vertus, peine à se frayer une place dans les structures hôtelières et touristiques de notre pays, et les écoles de formation n'en savent que très peu. Nous n'élaborons pas nous-mêmes nos programmes de formation. Ces programmes nous viennent du ministère. Le ministère de la formation professionnelle, corrélativement avec le ministère du tourisme. Et vraiment, nous ne faisons que la cuisine internationale. C'est ce qui fait dans les programmes de formation. Alors que le Cameroun est désormais envahi par les cuisines occidentales et orientales, il faudra se réajuster pour valoriser la cuisine locale à l'aube des événements touristiques qui s'annoncent au Cameroun. C'est le sujet qui préoccupe ces acteurs touristiques de Kribi, réunis ici sous la houlette du Fonds national de l'emploi, agence de Kribi. Nous avons pensé à cette sectorielle, c'est d'autant plus que le Cameroun est en train d'abriter de très grands événements. Nous avons également le port en eau profonde de Kribi qui, d'un moment à l'autre, va démarrer les activités. Nous avons justement trouvé qu'il était temps de voir rencontrer les responsables différents de ce secteur d'activité, discuter avec eux par rapport à un domaine bien précis que nous avons évoqué aujourd'hui, la cuisine camerounaise. La cuisine camerounaise connaît en effet des sérieux problèmes d'émergence. Il n'y a plus de production locale, c'est-à-dire que lorsque vous cherchez à manger des produits locaux, vous ne les trouvez pas. Et que, comme ici par exemple, vous cherchez le macabo pour faire un plat camerounais, vous avez du mal à trouver du macabo au marché. Vous avez du mal à trouver un certain nombre de produits qui sont des produits commercialisables pour faire la cuisine camerounaise. C'est un frein extrêmement important. Et puis maintenant,
cuisine est faite n'importe comment, c'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut. Par exemple, vous allez dans certains restaurants où on fait du folon, et à l'intérieur du folon, on met des carottes. Vous avez vu ça où? Ce n'est pas possible. Vous avez des restaurants dans lesquels on sert le pomme plantain viande. Ça ne se peut pas, ce n'est pas la cuisine camerounaise. Avec la Coupe d'Afrique des Nations et bien d'autres événements touristiques, le Cameroun devrait vendre sa propre culture et non pas celle des autres. Les États-Unis d'Amérique souhaitent contribuer à la relance des activités économiques à l'extrême nord du Cameroun, une région durement frappée par les affres de la guerre contre le terrorisme. Amadou Daïrou et Vavien Dongo. L'ambassadeur des États-Unis au Cameroun et sa délégation viennent de séjourner dans l'extrême nord. Sous forte escorte de l'armée camerounaise, Michael Stephen n'ignore pas les accords passés entre le Cameroun et son pays dans la lutte contre le terrorisme et la protection des déplacés. C'était un partenariat dans le domaine militaire et dans le domaine humanitaire. Le diplomate américain et son équipe, face au gouverneur de l'extrême nord, ont passé en revue les difficultés que rencontrent les populations de cette partie du pays, victimes des exactions perpétrées par la secte islamiste Boko Haram. Il est question pour les États-Unis de redonner le goût de la vie à cette population. Nous allons commencer un projet qui est en charge de développement et de l'effort humanitaire. Nous savons que le but est de recommencer l'économie du Grand Nord. Booster l'activité économique à travers le soutien financier des jeunes commerçants et l'encouragement de l'artisanat sont des ambitions de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Bien plus, la question de la réouverture des écoles, centres de santé et marchés fermés suite à l'insécurité préoccupe le diplomate. Michael Stephen a par ailleurs affirmé son engagement à assurer le retour des déplacés dans leurs pays respectifs. Pour toutes les personnes déplacées, ils doivent revenir chez eux dans paix et prospérité. La délégation conduite par l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun à l'extrême nord a eu des échanges avec les chefs traditionnels et les responsables des comités de vigilance sur le travail de veille effectué sur le terrain.